tous, merci d'être venus ce soir. Comme je viens d'envoyer un mail, je sais pas si vous l'avez vu, mais le métro A est fermé actuellement. Donc c'est pour ça peut-être qu'on va pas être beaucoup plus nombreux ce soir, malheureusement, pas de chance. Je vais commencer par les petites questions habituelles. Pour qui c'est la première fois un meetup VGS? On garde les mêmes pourcentages un peu que Ouais, d'habitude, hein, toujours on a à à peu peu près près. 60% C'est ça. de nouveau. Bienvenue. Quelques informations. On parle beaucoup des meetups et sur le Slack de Lyon.js. Donc c'est un Slack pour la communauté des développeurs sur Lyon en JS. Donc on a une channel vue. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour échanger, etc. avec la communauté. C'est cool. J'ai une autre question que d'habitude je pose pas. Mais qui va à la conférence Vue.js à Amsterdam dans 2 semaines? Bon, bah je serai tout seul. Pas de chance. Bah, du coup, je cherchais des amis, mais je Et, m'amuserai tout seul. et du coup, on aura un formidable retour d'expérience sur la conf à Exactement. Amsterdam prochainement. Merci beaucoup. Exactement. Bah, du coup, ouais, prochain meet-up d'ici un mois, je pense. Retour sur la conférence et ce qui s'est dit. Et je pense beaucoup de nouveautés Vue 3. Surtout que j'aurai la chance de participer au talk avec les librairies mainteneurs et les community leaders. Ok, cool. Donc j'aurai peut-être 2-3 insights un peu plus. Cool. On verra. Ça pourrait être cool. Et, et puis du coup, ce soir, on va avoir 3 présentations de 15 minutes. Et on va essayer de les tenir, les 15 minutes, pour pas que ça dure 1 heure et demie et que vous soyez saoulés. Donc du coup, il y a Guillaume qui va nous présenter Rollup. Ensuite, j'enchaînerai avec la présentation sur Webpack et l'intégration avec Vue. Et ensuite, Mathieu nous présentera Cucumber.js ou comment faire des tests end-to-end comme un product owner. Ouais, c'est ça. On parlera de Cypress et de Cucumber. Ouais. Et bah, bonne présentation. Et puis, même si les présentations vont être courtes et surtout de la découverte, notamment moi, je parle beaucoup pour la mienne où je vais parler de plein de concepts différents super vite. N'hésitez pas à venir m'en parler à la fin. On regardera un peu du code plus en détail ou autre. Surtout les configurations Webpack, ça peut être assez ardu, mais sympa. Ouais, de toute façon, on fera tourner le micro, je pense, un peu, et puis après, Ouais. on verra. Ouais, moi j'ai une autre question, même avant de faire mon petit speech à moi. Mais du coup, on sait à peu près qui vient pour la première fois, mais qui fait du Vue tous les jours? Ça m'intéresse. Ok, d'accord. Donc du coup, je vais retourner un peu est-ce qu'il y en a qui ont jamais fait de Vue et qui viennent simplement découvrir ce que c'est et qui ont. Ouais, ouais, cool. Ok. Non, il y en a qui mentent. Je les ai formés, donc je sais ce qu'ils ont fait. Euh, Ok, ça va. Et du coup, un petit mot sur bon, le meet-up. Du coup, je pense que tu as dit à peu près tout. Si vous avez des sujets à nous partager, on les prend avec plaisir. Parce que on a un peu du mal à se renouveler, vu qu'on a énormément de choses à dire tous les trois. Du coup, on a tendance à monopoliser un peu la parole. Mais on est vraiment en besoin de sujets, de retours d'expérience, vraiment de tout ce que vous allez pouvoir à dire. Que ça soit sur Vue, sur son écosystème, sur même les frameworks dans lesquels vous l'intégrez, sur des retours d'expérience, sur des trucs qui se sont bien passés, qui se sont mal passés. Vraiment, vous avez des talks, vous avez plein de talks et plein de choses à dire. Donc, les meet-up comme ça, c'est aussi une super opportunité pour se lancer et venir en parler, partager, pour apprendre aussi, parce que des fois, on a des questions et des retours qui sont super intéressantes. Donc voilà, vraiment contactez-nous, parlez-nous-en maintenant, venez sur le Slack Lyon.js pour en parler et on peut vous accompagner, même vous aider sur les sujets, sur les slides, etc. C'est avec grand plaisir. Et pour les meet-up, on est aussi accueilli par des entreprises et ce soir on est accueilli par Link Value, dont je fais partie. Et du coup, c'est une entreprise qui fait de la prestation de services et du développement et de la production d'applications, à la fois en web et en mobile. Donc on est sur des technos back comme du PHP, du Python, du Java, ce genre de choses, et du Node. Et en front, on fait de l'Angular, du Vue et du Angular, Vue et React, évidemment React. Et du mobile, pareil, dans à peu près tous les langages qui se fait en mobile. Donc, si vous êtes intéressé, à la fois si vous avez des besoins, on est capable généralement d'y répondre, et en tout cas d'en parler. Et si vous êtes intéressé, si vous cherchez du boulot, bah, c'est pareil, on cherche des profils, donc
venez nous en parler. Ce soir, vous pouvez m'en parler, surtout que c'est moi qui recrute au niveau technique, donc on pourra se dire plein de choses. Et en fin de repas, on aura, enfin en fin de talk plutôt, on aura un peu de quoi manger et la tireuse à côté pour ceux qui ont soif. Merci. Merci à toi. Allez, on laisse la place. Merci. Alors, comme il l'a présenté, ce soir je vais vous parler de Rollup et de LibreJS. Avant de commencer, juste pour tâter un peu le niveau, est-ce que des gens dans la salle ont déjà packagé une LibreJS ou pas du tout? Ok. Pas beaucoup de monde. Bah, c'est cool, du coup, c'est bien. Du coup, ce soir, on va parler de ça avec Rollup. Pareil, même question, parce que c'est pas forcément corrélé. Est-ce que des gens connaissent Rollup? Non? Oh, ok. Quasiment personne. Avant de commencer, petit disclaimer, ce soir, on n'a pas le temps d'aborder le sujet en profondeur. C'est vraiment juste pour vous mettre un peu le pied à l'étrier, pour juste vous présenter à quoi ça sert. Si vraiment vous avez envie de packager des applications ou pas, on verra juste après. Et c'est vraiment juste une intro, c'est vraiment pour vous donner un peu la petite impulsion pour le faire. Ce que je voulais aborder, c'est avant de commencer, c'est pas parce qu'on sait packager une application, une librairie, qu'il faut le faire. Et on va se poser les questions de dans quel cas on a envie de le faire, dans quel cas on n'a pas envie de le faire. Parce que du coup, j'ai eu un peu les deux situations et je voulais revenir sur vous sur quand j'ai appris à faire ça, je me suis dit ok, je vais tout packagiser et vraiment, faut pas faire ça, ne faites pas ça. Et voilà, donc j'ai essayé de séparer un peu de dans quel cas il faut, je vous conseillerais entre guillemets de le faire et dans quel cas éviter si possible. Donc, on va commencer. Quels sont les avantages qu'on peut avoir à packagiser une application? Donc en général, ce qu'on fait, c'est que quand on développe un produit ou une application, on met tous nos petits composants dans le projet. On met, on met tout au même endroit entre guillemets. Et dès que vous allez commencer un nouveau projet, il arrive que vous copiez-collez en gros le bout de code que vous avez dans un projet et que vous allez le mettre dans un autre projet. Donc ça, c'est le cas un peu typique. Et on a la première réflexion qu'on peut avoir, c'est mais en fait, j'en ai marre de copier ce bout de code de projet en projet. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire un yarn add le nom de ma librairie et pouf, ça marche et on se pose pas de questions. Donc, c'est ça la première raison pour laquelle on a envie de créer une librairie, c'est pour utiliser du code. C'est en général la première chose qui vient à l'esprit, mais c'est pas que. En général, ça nous permet aussi de réduire de manière un peu dissimulée la complexité de l'application de manière globale. C'est-à-dire que quand on va ouvrir notre application, il ne va pas avoir des milliers de fichiers partout. On sait que ce bout de code-là, il vient d'une librairie, on ne sait pas comment elle marche, et pour l'instant, on n'a pas envie de s'occuper de ça. Pour l'instant, on veut juste qu'elle fasse le taf. Et de manière générale, quand on arrive sur des applications, surtout quand vous ne connaissez pas le projet, vous avez envie d'ouvrir tous les petits fichiers, et ça peut avoir une charge mentale qui est assez importante. On a aussi le fait que quand on package une librairie, ça nous force un peu plus du moins, à tester l'application. Donc tu nous en parleras après, mais en général, on ne sort pas une librairie si elle n'est pas testée, justement, alors qu'on a, je sais pas vous, mais plus tendance à le faire quand elle est dans le projet. On se dit, bon, ça marche. Dans mon petit cas d'utilisation, j'ai pas besoin de tester vraiment beaucoup d'autres cas. Tant pis pour cette fois, en gros. En général, quand on extrait l'application, vraiment, on se dit, ok, il faut que je teste les cas, il faut que je la rende un peu générique. Et le dernier point, c'est de se dire, ok, moi, mon application, je vais la construire quand je crée, par exemple, un composant Vue ou quand je crée une librairie, peu importe. On se retrouve à gérer le moins de cas possible. Je m'explique dans le sens où on va essayer de gérer tous les cas qui sont propres au contexte dans lequel le composant va être fait, mais ça ne nous force pas à utiliser, à créer le composant pour qu'il réponde à plus de cas. Dans le sens où, par exemple, vous allez oublier de mettre des props, oublier de faire en sorte que telle ou telle partie du composant soit customisable, soit configurable depuis l'extérieur. Généralement, on met des variables de configuration, par exemple, directement dans nos datas de nos composants, et ça fait le taf, mais ça empêche, entre guillemets, aux autres développeurs à la fois de pouvoir s'en resservir dans un autre contexte, et si vous voulez extraire votre app dans une librairie, là, il faudra forcément le refactoriser. Donc si vous le faites de base, au moins, vous n'avez pas trop ce problème. Et ça permet aussi une autre chose qui est importante. Le JS, c'est un des rares langages, entre guillemets, qui fonctionne sur plusieurs environnements, que ce soit le browser, que ce soit un serveur, que ce soit tout un tas de choses. Quand on va faire une librairie, on essaye en général de faire en sorte qu'elle tourne sur tous les environnements. Donc voilà, créer une librairie, ça peut vous forcer à faire en sorte qu'elle soit utilisée par plein de gens, et surtout dans plein d'environnements différents. Et ça permet, et c'est un des points qui me tient le plus à cœur, c'est de partager votre code, donc de le rendre open source dans le meilleur des cas. Si vous avez une bonne idée ou une bonne idée d'implémentation d'un bout de composant ou d'un bout de
JS, bah, ça peut être cool de se dire ok, bah, moi j'ai enfin trouvé une solution à une problématique, bah, peut-être qu'il y a des gens qui seront contents de l'avoir. Et ça, vous en servez tous les jours quand vous installez des librairies X ou Y en JS ou dans d'autres langages. Et ben, ça peut être cool de contribuer aussi à cet écosystème et de faire partager le truc. Même si, en vrai, il n'y a que vous ou vos collègues qui vont en avoir besoin, vous savez pas, il y a sûrement des gens qui vont pouvoir l'utiliser. Et j'ai été très surpris moi-même en en développant des librairies qu'il y a plusieurs milliers de téléchargements, des dizaines de milliers de téléchargements même pour certaines. Et c'est surprenant de se dire que vraiment il y a des gens qui sont contents de trouver ça, quoi. Le revers de la médaille, c'est voilà, ça je m'y attendais pas vraiment, mais c'est pourquoi ne pas créer une librairie. Donc il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, et si je devais vous donner un seul conseil ce soir, c'est de le faire pas trop vite. C'est pas se dire ok, je vais créer un composant, tout de suite faut que ça soit une librairie. Parce qu'il y a des trucs, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, c'est que quand vous allez créer un package, il faut maintenir entre guillemets un nouveau projet à part entière. C'est-à-dire que ça va être une sorte de projet dans le projet. Et ben ça demande du temps, ça demande de créer un repo, ça demande de gérer les droits correctement avec les personnes. Ça demande, on verra juste après, de gérer par exemple le README, de créer un exemple, de créer tout un tas de choses qui ne sont pas spécifiques à votre composant, mais qui sont spécifiques au fait que ça soit une nouvelle librairie et que des gens potentiellement vont s'en servir. Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais il va falloir, si c'est open source, gérer les numéros de version, gérer les issues, gérer les PR. Donc c'est des choses qui sont positives, mais ça prend du temps et parfois vous l'avez pas ou vous n'avez pas envie de vous occuper de ça. Donc en général, si vous voulez faire entre guillemets les choses bien, il faudra gérer ça. Le revers de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que justement ça cache la complexité d'un élément du métier en général. En dehors du projet. Donc quand vous arrivez sur un nouveau projet ou quand vous voyez un projet de manière générale, vous avez la problématique de je ne sais pas ce que fait ce composant et pour aller comprendre comment marche ce composant, je suis obligé d'ouvrir un nouvel onglet entre guillemets, d'aller essayer de décortiquer le truc, mais je peux pas par exemple le débugger ou plus difficilement à l'intérieur de mon projet directement. Donc là, ça va ça va créer une sorte de boîte noire que vous-même avez créée. Quand c'est les autres, c'est pratique parce que c'est eux qui s'en occupent, mais quand c'est vous qui la créez, vous devez comprendre comment fonctionne cette boîte noire alors que ça fait partie complètement du projet sur lequel vous travaillez. Ça fait en sorte que les mises à jour sont un peu plus compliquées, il y a un peu plus de choses à faire. Généralement, encore une fois, quand vous êtes sur un projet et que vous voulez faire une évolution d'un composant ou d'une librairie JS plus classique, vous mettez à jour votre librairie, vous pushez entre guillemets en exagérant sur master, et voilà, la librairie elle est à jour. Là, ça marche pas du tout comme ça. Là, vous allez devoir aller sur le projet, faire en sorte que votre composant marche dans tous les cas, avec des tests et ce genre de choses. Donc, vous allez devoir créer une nouvelle version, la publier sur NPM, revenir sur votre projet initial, mettre à jour cette librairie-là dans ce contexte-là, vérifier que tout fonctionne bien, et ensuite, vous allez pouvoir mettre en prod. Mais du coup, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'étapes entre les deux pour pouvoir arriver globalement au même résultat. Mais voilà, en fonction de la vélocité de vos équipes et en fonction de tout un tas de choses, c'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire, vous avez peut-être pas envie de vous occuper de ça tout de suite. Et ça vous oblige à apprendre un nouvel outil, donc on va en parler juste après. Dans mon cas, j'ai utilisé Rollup, mais il y en a plein, il y a Webpack qu'on pourra voir juste après. Mais ça vous oblige, entre guillemets, à apprendre un nouvel outil. Et généralement, ce que j'ai vu dans les équipes, c'est qu'il y a une ou deux personnes qui savent s'en servir, mais tous les autres qui sont complètement, ils savent pas encore s'en servir. Et ça vous oblige à former tous les gens et à former tout ça, et c'est pas forcément ce que vous voulez faire à un moment T. Pourquoi Rollup Pourquoi Rollup Parce qu'il y en a plein, c'est ce on aura une présentation peut-être après, mais moi j'ai utilisé Rollup parce qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation que Webpack. Est-ce que des gens ont déjà configuré Webpack ici? Genre from scratch genre. Ok, il n'y en a pas beaucoup, mais en général c'est un peu le retour principal qu'il y a sur Webpack, c'est que la configuration elle est globalement imbuvable. Ça met vraiment beaucoup de temps pour... tu confirmeras peut-être tout après, mais une fois qu'on a le nez dedans, on comprend bien, mais pour s'y mettre la première fois, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, il y a plein de wrappers à Webpack qui sont sortis. Donc vous connaissez peut-être par exemple Laravel Mixed ou Webpacker, ce genre de choses. Mais c'est pour simplifier globalement la configuration de Webpack. Mais là, Rollup, il n'y en a pas besoin parce que ça a été pensé pour être le plus simple possible et pour faire vraiment une seule tâche, et ça le fait très bien. Contrairement entre guillemets à Webpack, on verra qu'il y a peut-être des petites exceptions, mais ça sort un code qui est assez clean, assez neutre. On y reviendra après, mais c'est vraiment le code qui est sorti par Webpack ou d'autres outils, il est quasiment illisible par un humain. Sur Rollup, il est beaucoup plus proche de ce que vous avez écrit en tant qu'humain.
Et du coup, ça peut être intéressant pour savoir déjà, pour vérifier que tout se passe bien, entre guillemets, c'est pas nébuleux, et une fois que ça a été compilé, on s'en occupe plus. Et super important, et ça c'est quelque chose que je voulais absolument garder, c'est qu'il y a le support du tree shaking et du code splitting. Donc c'est assez récent, mais en fait maintenant ça le prend en compte. Et est-ce que vous savez déjà ce que c'est les deux cas? Non, ok. Le tree shaking, ça permet d'enlever, en gros, d'élaguer le code dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, pour prendre un exemple tout bête, quand vous utilisez Lodash et que vous avez besoin d'une seule méthode de Lodash, ça sert à rien de télécharger toute la librairie. Donc le tree shaking va vous permettre justement de prendre que la méthode dont vous avez besoin. Et le code splitting, c'est qu'au lieu d'avoir tout votre JS dans un seul fichier JS qui va être envoyé d'un serveur, il va faire en sorte de charger le JS uniquement qui est utile dans la page. Donc ça, si vous n'avez pas ça et que c'est un peu dommage de perdre ça. Mais on l'a dans Webpack et surtout on l'a encore dans Rollup. Alors comment ça marche Rollup? La configuration, elle n'est pas plus compliquée que ça. Là, la configuration est à peine simplifiée. Quand je dis à peine, c'est que vraiment, elle est... pour compiler mes librairies, j'utilise globalement ce bout de code. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir, à partir d'un seul fichier que vous, en tant qu'humain, vous allez écrire, vous allez vouloir extraire découper en gros ce fichier-là dans plusieurs environnements. Donc ça peut être les environnements par exemple pour le navigateur, mais ça peut être des environnements aussi pour Node. On verra juste ici, si par exemple votre JavaScript fonctionne sur un serveur, vous allez faire en sorte que le code soit compris par des versions spécifiques de Node, et qu'il soit compris également par les autres modules bundlers, donc comme Webpack, si par exemple vous créez une librairie qui a pour but d'être utilisée avec Webpack. Donc la configuration, elle n'est pas plus compliquée que ça. On peut spécifier des formats. On peut spécifier, donc c'est ce qu'on voit ici. Là, on veut faire du CommonJS par exemple. On veut faire de l'ES6 classique. Et on peut le compiler en UMD. Rollup, sous le capot, il s'occupe de tout pour nous. Et du coup, c'est assez pratique parce qu'on lui dit, voilà, moi je veux, à partir de ce bout de code-là, fais de l'UMD. Il fait de l'UMD, ça va être compris, je suis sûr, entre guillemets à 100%, que mon bout de code va être compris par tous les navigateurs. Donc ça, c'est cool. Comment ça se passe pour justement quand vous faites un yarn add par exemple Lodash, il ne le prend pas n'importe où, il ne trouve pas le fichier de n'importe où. Il faut lui spécifier dans votre package.json différents types de fichiers qui ont été compilés. Donc, par exemple, le main, ça va être le fichier quasiment intact. Ensuite, il va donc en UMD. Ensuite, il va avoir la version pour les modules. Donc, c'est ce fichier-là que Webpack, par exemple, va aller lire. Et enfin, il y a la version qui est pour les browsers. Si par exemple vous faites une librairie pour, je sais pas moi, calculer un taux de TVA, vous pouvez directement via une URL avec la balise script classique, directement utiliser votre librairie. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que ça vous permet de justement déployer rapidement une librairie sur plusieurs environnements différents et vous êtes sûr que ça va marcher de la manière la plus optimale en fonction de l'environnement. Et la commande pour builder, on ne peut pas vraiment faire plus simple, c'est juste rollup avec le fichier de configuration. On peut ajouter des plugins et c'est super important parce que par défaut, Rollup, il est entre guillemets très bête. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la configuration la plus basique possible. Mais si par exemple vous voulez compiler des templates vus, donc des points vus, si vous voulez utiliser d'autres façons d'écrire de l'HTML, donc par exemple avec Pug ou ce genre de choses, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez utiliser Babel si vous voulez écrire du JavaScript moderne sur des navigateurs plus anciens. Vous pouvez faire des alias, vous pouvez linter votre code, vous pouvez écrire du CSS, du SAS, vraiment tout ce que vous voulez. Et surtout minifier votre code, donc faire en sorte que votre librairie soit vraiment prodable, que ça soit pas juste votre code que vous allez mettre sur un serveur chez NPM et en avant il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment là l'objectif c'est grâce au plugin, c'est de pouvoir faire en sorte que votre application soit production ready. Donc je vous ai mis le lien, ça c'est le repo officiel pour voir tous les plugins qui existent. Et vous pouvez même créer votre plugin si vous avez besoin. On va préparer notre package. Donc là, c'est faire en sorte que quand vous allez vouloir créer votre... Voilà, vous savez que vous voulez faire une librairie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en général, on va faire ça. Ça, c'est un petit bout c'est un petit bout de configuration que vous allez mettre dans votre package.json. Et vous allez lui dire, voilà, avant de publier mon application, il faut la builder. C'est-à-dire que pour NPM, on verra juste après comment on fait, on ne peut pas faire en sorte que le code se compile chez NPM. Il faut le compiler sur votre poste pour ensuite l'envoyer. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va builder l'application et voilà, une fois qu'elle est buildée, on verra juste après sur NPM. Ce que je vous conseille de faire, et il y a beaucoup de gens qui ne le font pas malheureusement, enfin beaucoup de maintainers d'applications de packages qui ne le font pas, c'est de mettre un npm ignore. Ça permet de quoi? C'est comme git ignore, ça permet de faire en sorte que tous les fichiers
ne vont pas être envoyés à NPM. Parce que vous savez, le dossier de Node Modules, en général, il pèse souvent plusieurs centaines de mégas, parce que des gens mettent globalement tout leur package dedans, alors que nous, on veut juste les fichiers qui sont compilés par Rollup ou par Webpack. Donc c'est super important de faire en sorte que sauver la planète et sauver le disque dur des autres développeurs, essayer de faire en sorte d'envoyer le moins de code possible, et vraiment que ce qui est nécessaire. Comment on publie un package? Parce que c'est globalement ce qui est important. Une fois que vous avez votre code, qu'il est bien testé, qu'il est tout prêt, il suffit de se créer un compte globalement sur le site d'NPM, vous vous loguez, et après Yarn a créé une commande qui s'appelle Yarn Publish. Donc là, il va exécuter le script qu'on a vu juste avant. Donc dans mon cas, il va faire un Yarn build, et il va le publier automatiquement il va vous demander le numéro de version, et il va le publier automatiquement sur NPM. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à faire une seule chose, c'est dans votre autre projet, ou dans tous les projets que vous voulez, faire un yarn add le nom de votre librairie. Et à partir de ce moment-là, vous allez retrouver exactement le code source que vous avez buildé dans le projet dans lequel vous voulez. Il va être minifié et prêt à l'emploi, mais au moins il sera dans vos Node Modules, comme si c'était une autre personne complètement qui l'a créé. Je me dépêche. Voilà, les petits conseils, encore une fois, c'est essayer d'écrire des readme qui soient le plus explicites possible. On tombe beaucoup trop souvent sur des librairies où il n'y a rien dans le readme globalement, donc il faut aller voir dans le code source pour comprendre comment ça marche, quels sont les props, quels sont les slots, quels sont les events qui sont envoyés. Vraiment essayer de faire le plus complet possible. Un truc super important, pareil, essayer de compléter tous les champs possibles dans le package.json. Ça va permettre de mettre les informations sur le site d'NPM, donc connaître le numéro de version, connaître quel est le repo pour voir le code source, ce genre de choses, savoir s'il est privé ou pas. Et ensuite, ça c'est plus une petite demande, c'est essayer de respecter semver. Alors c'est sémantique version, c'est pour avoir des breaking change qui soient au bon endroit. Parce qu'on voit trop souvent par exemple des librairies qui changent de version, mais c'est une mineure et en fait ça casse complètement le code. Je me dépêche, mais il y a des petits trucs à savoir, c'est que si on configure mal Rollup ou Webpack, on peut avoir de la duplication de code à l'intérieur des fichiers qui ont été buildés. Donc il faut faire attention et bien vérifier justement le code en sortie pour ne pas avoir ce genre de choses. Et malheureusement, parfois, ça peut créer des bundles qui sont énormes parce que justement, on oublie de faire du tree checking, on oublie tout un tas de choses. Et du coup, ça peut créer des fichiers qui sont minifiés, qui font plusieurs mégas. Et ça, comme c'est un peu transparent loin sur NPM, on s'en occupe pas trop, mais c'est des choses à savoir. Faites attention quand vous compilez de bien vérifier le code de sortie, surtout le poids de sortie. Voilà, je fais pas plus long, j'ai déjà bien trop long. J'ai mis tous les slides sur ce site, sur cette adresse. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Et voilà. Merci à tous. Je pense même que le temps qu'Adrien s'installe, on peut faire passer un micro si jamais il y a des questions. Carrément. Là, parfait. Alors la question c'était qui je suis. Je suis Guillaume Bridet, je travaille dans une agence web un peu comme LinkValue mais en beaucoup plus petit. Donc je fais du Rails et du Vue globalement toute la journée. Et je fais du Vue depuis à peu près 3 ans maintenant. Et voilà, développeur web à plein temps. D'autres questions? Du coup, moi j'ai une petite question sur Rollup. Est-ce que tu as déjà utilisé Rollup sur un projet assez conséquent? Parce que Webpack, pareil, au début, on a tendance à avoir des fichiers de config assez petits. Et après, tout le monde rajoute un peu ses librairies et ses outils de build. Et ça commence à faire des trucs un peu compliqués. Est-ce que c'est quelque chose que. Enfin, tu as déjà eu l'expérience avec Rollup. Est-ce que ça grossit aussi le fichier de conf et ce genre de trucs? Ok. Moi, globalement, Rollup, je m'en sers exclusivement pour créer des packages, justement, enfin des librairies externes. Je m'en sers pas pour compiler le projet de manière générale. Parce que c'est pour ça que j'utilise Webpack par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Donc le fait qu'il y ait des outils qui le wrap. Voilà. Mais Rollup, je sais pas, vu qu'en général les packages sont unitaires, donc assez petits, j'ai pas vraiment connu ça en fait. Je m'en sers vraiment que pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pendant qu'Adrien se prépare? Sur le semantic versioning, c'est pas une question. Je nuance vachement moins le essayer de faire du semantic versioning. Non, c'est pas un essai. Faites-le. Faites-le. Ouais, de ouf. Faites-le parce que sinon tout notre code va juste casser. Donc on viendra vous chercher chez vous et on fera Casser du les semantic versioning pour vous. Non, carrément.
pour donner des cas d'exemple, c'est par exemple dans des patchs, donc le 3e numéro tout à droite, il y a des breaking change et ça on s'en rend pas forcément compte, on n'y fait pas attention quand on met à jour nos applications. Ça peut casser des apps en prod assez facilement. Donc vraiment ouais c'est ça, faites-le, vérifiez bien quoi. Et ça coûte rien de faire un breaking change, de mettre dans un changelog qu'est-ce qui a cassé parce que généralement c'est pas grand chose et vraiment ça coûte rien de le faire donc voilà pensez-y. C'est bon frère. Ouais, c'est bon. Parfait. Nickel. Voilà. Donc moi vu que je pensais que pensais à raison que Guillaume nous ferait une présentation assez dans l'explication de ce qu'est un bundler, etc. J'ai pris la décision complètement inverse. Je ne vais pas vous refaire la même présentation parce que Webpack et Rollup sont très similaires, font la même chose. Je vais plutôt rentrer dans le code et montrer comment on fait certaines choses avec Webpack. Juste pour 2-3 petits détails, l'avantage d'utiliser Webpack avec Vue comparé à Rollup, c'est que c'est déjà intégré dans la plupart des choses. Donc là, moi, je vais même rentrer dans des projets Vue directement, comment configurer des projets Vue pour aller plus loin dans le déploiement. Alors que Rollup, ça va juste peut être pour des librairies. Et l'autre chose aussi, si vous construisez des librairies de composants en Vue, vous n'avez pas besoin de passer par ni Webpack ni Rollup. Il y a Vue qui a pensé à tout pour vous. Ça, c'est juste pour vous le dire, parce que comme ça, au moins, vous pouvez l'avoir. Vous avez le Vue CLI service build --target lib, le nom et la sortie. Et là, vous avez directement une librairie de composants Vue qui est déjà créée pour vous. Ça n'empêche que c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne le Rollup et le Webpack pour n'importe quel développeur. Mais sachez que cette commande existe, le --target lib, pour Vue, pour créer des librairies directement de composants Vue en une seule commande. Donc, passons un peu au code. Donc, Webpack, qu'est-ce que c'est? C'est un module bundler. Donc, par exemple, j'ai un premier projet assez simple où je fais quelques mathématiques, où je multiplie 5, 10 par un multiplier que j'affiche, que j'importe à côté. Encore? Vous voulez que je zoome un peu plus? C'est mieux comme ça? Ok. Donc là, on a une fonction qui fait quelques maths et on a un multiplicateur. Donc on importe juste un multiplicateur et on a ça qui est fait. Donc là, il n'y a pas de vue. C'est juste pour expliquer que en fait, un module bundler, que ce soit Rollup ou Webpack, ça fonctionne un peu de la même manière. On a un entry point qui va être le main un peu, comme on peut avoir en C++ ou dans des langages généraux. Ensuite, on va avoir un output. Donc ça va dire le fichier une fois qu'il va être bundlé, ou quel fichier ça va nous donner, quel fichier on va pouvoir utiliser dans notre page web. Et ensuite, des modules et des plugins qui vont venir et faire des actions sur ces différents fichiers qui existent, qui sont appelés à partir de l'entrée pour donner la fin. Donc là, c'est assez simple. On en prend en entrée notre fichier index.js. On veut que ça devienne une librairie UMD. Donc il y a UMD, AMD, etc. Ça, c'est sur quel format vous voulez que ça s'exécute. Par exemple, il y en a qui vont fonctionner que en import, il y en a qui vont fonctionner que avec un require, d'autres qui vont fonctionner que avec un script, un tag script dans une page web HTML. Donc là, c'est là où vous allez spécifier, il y a différents types comme ça. Et là, vous pouvez spécifier quel type vous voulez. Et ensuite, le nom de votre fichier que vous voulez en sortie. Et ensuite, on ajoute une règle. Donc là, moi, j'utilise de l'ES6 dans mes deux fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a du export default et il y a du import. Et ça, maintenant, c'est moins vrai, mais à une époque, c'était pas supporté par tous les navigateurs. Et du coup, on va utiliser Babel Loader qui va nous transformer tout ça en JavaScript un peu classique que tous les navigateurs à partir du V9 peuvent interpréter. Donc, je vais juste me mettre sur mon projet. Désolé, à une main, c'est pas évident. Ah. Ça sera un peu mieux. Vous m'entendez bien comme ça aussi ou... Donc là, quand je fais un npm run build, ce qu'on observe, c'est qu'il y a mon fichier 10 qui a été créé et que là, du coup, mon fichier a bien été généré. Donc là, ça a pris mes deux fichiers et ça s'est transformé en un seul qui est utilisable un peu partout. Comme disait Guillaume, comparé à Rollup, Webpack, ce qu'il va faire, c'est qu'il va packager le tout dans une fonction qui va permettre, notamment pour les librairies assez grosses qui importent énormément d'outils et de librairies, de tout bien compartimenter pour ne pas avoir de conflit. Et aussi pour que ça marche sur différents environnements, comme je disais, import, require, etc., etc. Par contre, en effet, ça fait en sorte
on comprend plus exactement ce que ça fait. Type-off, object, module. En fait, tout ça, c'est juste pour savoir sur quel environnement vous reconnaissez, vous êtes, et ensuite on voit notre code qui est juste derrière, là, avec nos consoles log directement multiplié. À savoir que Webpack, c'était ça qui était intéressant avec cet exemple. Si les variables sont en dur, il va les interpréter directement. Il ne va pas importer du code qui va s'exécuter. Par exemple, là, j'ai un multiplicateur fois un nombre, et ben lui, il va faire directement afficher le nombre. Parce qu'il sait que c'est une valeur fixe qui ne change pas. Donc là, c'est là où c'est intéressant, c'est aussi il va précalculer certaines choses. Ensuite, hein? Ouais. Excusez-nous. On teste. Merci. Donc là, maintenant, on va aller sur un second exemple où on va toujours rester sur du Webpack, mais on va utiliser un plugin. Donc, comme Rollup, Webpack, ils ont des plugins qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc là, par exemple, souvent, dans nos projets, on va aussi avoir des assets, des images qu'on va vouloir récupérer pour les charger. Et bien là, en fait, Webpack, il va vous donner accès à énormément de plugins. Donc notamment, là, celui que j'utilise, un copy plugin qui vont vous permettre de faire des actions directement sur les fichiers. Donc, prendre des fichiers dans vos sources et les amener où vous voulez dans l'output. Donc là, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une image à la source et que quand je vais faire un npm run build, dans mon dossier dist, en plus de mon bundle, je vais avoir un dossier asset image avec mon image. Et ça fait assez simple parce que du coup, le plugin, il prend directement les options et il le fait. On verra à la fin comment on crée son propre plugin Webpack. Si vous vous demandez, oui, c'est magique, mais si j'ai pas le plugin qui fait exactement ce que je veux, etc., etc. En fait, sachez que derrière, c'est du Node. Et du coup, si vous maîtrisez du Node, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec vos fichiers. Donc, c'est pas forcément évident au début, mais une fois que vous maîtrisez un petit peu, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on va commencer à essayer de comprendre Vue, comment lui, il fonctionne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de refaire une configuration Webpack pour un projet Vue, de zéro. Donc ça, c'est ce que je me suis amusé à faire cet après-midi. Donc là, quand on regarde, en fait, Vue, c'est assez simple, entre guillemets. C'est des plugins. C'est-à-dire que la core team de Vue a développé un plugin qui va parser les fichiers .vue et prendre le HTML, prendre le JS et prendre le CSS, et après les interpréter comme tel par Webpack. Donc pour ça, ils ont un Vue Loader plugin. Donc je ne me suis pas amusé à refaire le Vue Loader plugin, parce que sinon la présentation aurait duré beaucoup plus que 15 minutes. Mais en tout cas, il y a la logique. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que tous les fichiers Vue, donc là, tout le fichier Vue, on l'envoie directement dans le Vue Loader. Tous les fichiers JS dans Bubble Loader, CSS dans les trucs. Chaque type de fichier a ses rôles spécifiques. Et ensuite, on appelle juste le plugin qui va finir de faire la magie pour extrapoler, etc. Et on rajoute le HTML Webpack plugin, lui qui va nous permettre de insérer le bundle Webpack directement dans un fichier index.html qu'on lui aura spécifié. Donc là, si on regarde dans plugin et source, vous avez un peu l'architecture de base d'un projet Vue. Quand vous faites Vue create, c'est ça qui apparaît. Et dans l'index, ici, il y a build field will be auto-injected. Et en fait, quand on va faire un npm run build, si je vais vite sur le code, c'est parce que j'ai que 15 minutes et que tout est sur GitHub. Donc vous aurez largement le temps de me poser des questions à la fin et de revoir le code encore et encore. L'important, c'est que vous sachiez ce qui est possible de faire, même si vous ne comprenez pas exactement comment ça se fait, parce qu'après, le code est disponible. Et là, on retrouve l'index.html qui a été directement injecté le main.js et notre image, parce que Vue vient par défaut avec une asset, un logo, qui a été automatiquement transformé et qui va être injecté quelque part. Donc là ça a directement packagé notre app. Si vous avez l'habitude de packager des apps Vue, vous voyez que c'est un peu différent d'une app de base, parce que l'app de base Vue, elle a un fichier bundle et un fichier app, en fonction de le JS et les composants. Donc là, vu que nous, on a refait la mécanique à la main, on a tout mis dans un main.js, on n'a pas eu de code splitting que Vue fait automatiquement par défaut. Bon. Mais au moins, on a la logique et on a recréé une configuration Webpack, comme vous voyez, en une cinquantaine de lignes pour générer les fichiers Vue. Je dis en cinquantaine de lignes parce qu'on a le Vue Loader plugin qui fait
quand même tout le travail de parsage des fichiers vus, etc., etc. Alors que c'est là où il y a vraiment toute la logique. Mais encore une fois, il existe des loaders pour tous les types de fichiers. Donc l'important, c'est de savoir comment les imbriquer les uns dans les autres, plus que comment en créer un. Même si ça peut être intéressant pour faire des choses, mais ça, je vous le montrerai après. Et maintenant, on va rentrer dans l'application vue. Donc, comment, dans une application vue, on peut configurer Webpack pour faire ce qu'on veut. Donc là, c'est dans... Donc ici, ce projet-là, en fait, donc ça, c'est un projet qui a été généré par la CLI Vue, directement. Et en fait, de ce que j'ai fait dans celui-ci, c'est que j'ai eu beaucoup, enfin, souvent on m'a posé la question, oui, mais Vue, c'est bien, mais t'as qu'un seul site qui sort, si tu as différentes configurations, si tu veux générer plusieurs sites, tu es obligé de créer plusieurs repositories Git, etc. Mais ça, c'est parce que, en fait, avec Webpack, on peut faire exactement ce qu'on veut. Donc si demain vous voulez que 2 sites soient générés en tapant npm run build, c'est totalement possible. Il suffit juste de spécifier plusieurs pages. Donc les pages, que ça soit des sites ou que ça soit juste différentes pages, c'est comme ça que fonctionne le server-side rendering. En fait, il va générer plusieurs pages qui vont être accessibles. Et donc là, en fait, avec ces deux pages, donc là, c'est de la configuration directement avec Vue CLI. Hein. On sort un petit peu de Webpack, mais ça reste dans la même logique. Où en fait, on va lui spécifier un point d'entrée, un fichier de template, un nom de fichier de sortie, et ce qu'on veut pas qu'il soit intégré dedans. Donc là, quand on regarde dans mes sources, j'ai SRC et SRC2, et j'ai app et app2. Et en fait, là, quand je vais build, en fait, on va avoir deux index HTML1 et index HTML2. Et quand on va servir, donc là, je sers en local avec un petit outil. Hein. Hop, c'est dans juste custom webpack plugin. Vue. Et là, quand j'arrive sur le premier, vous voyez qu'on a Welcome to your Vue.js app. Et là, si je tape index.index2.html, on a number 2. Et en fait, ça, c'est les deux apps différentes. Donc là, on a src, donc app.vue, et src2. On a encore notre app.vue, mais avec number 2. Et en fait, ça, du coup, ça vous permet de potentiellement générer autant de pages et autant de sites que vous voulez assez rapidement. Et ça c'est un exemple. Mais vous vous rendez compte que toutes les possibilités qu'il y a derrière. Ensuite, je crois que j'avais un deuxième petite chose. Voilà. Ensuite, on a le chaîne Webpack. Donc là, désolé pour la démo, parce que j'ai installé le plugin i18n avec le plugin. Donc en fait, c'est fait automatiquement derrière. C'est pas fait manuellement. Mais je voulais vous montrer la logique où en fait, je sais pas si vous avez déjà utilisé, mais je vais vous le montrer, ce sera un peu rapide. i18n en vue, on peut directement rajouter un composant qui s'appelle i18n à la fin de nos fichiers de single file component pour gérer les traductions directement dans le composant. Et ça, en fait, comment ça fonctionne derrière? C'est juste qu'il y a une règle Webpack ici qui va être rajoutée. Donc là, par exemple, la valeur chaîne Webpack, ça permet d'avoir accès aux configurations Webpack comme on a vu au tout début. Et en fait, du coup, dans ces configurations Webpack, il y a des règles. Et on va pouvoir rajouter une nouvelle règle sur la configuration existante de Vue qui va prendre les blocs types i18n. Donc ça veut dire que n'importe qui demain peut rajouter un bloc type qui s'appelle mon bloc type custom. Et ensuite, rajouter une règle de chargement par-dessus. Donc là, de manière, vous pouvez adapter votre comportement directement dans un single file component en ajoutant votre propre balise qui va faire quelque chose de particulier. Donc ça, c'est intéressant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il ne en reste pas beaucoup, il n'en reste plus que 2. Donc les autres, c'est le dev server. L'avantage de Webpack comparé à Rollup, c'est qu'il va aussi vous permettre de faire le développement. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire que bundle des applications, il va aussi vous permettre de créer un serveur node
et du coup de faciliter votre développement par rapport à ça. Donc en vue, on a plusieurs options. Donc, par exemple, on peut changer notre port. Par défaut, si c'est le port 3000 ou 8080, je sais plus. Non, 8080, je crois, pour vue. Et donc ça, déjà, on peut changer notre port. Si par exemple, on a plusieurs applications qui tournent côte à côte, je pense que ça, vous le connaissez tous. Mais il y en a des un peu plus sympathiques. Par exemple, il y a le proxy, où si jamais vous voulez que ça tape sur une API en local, pour pas vous amuser à changer entre la prod et le développement d'URL ou de faire une variable d'environnement qui check sur l'environnement de node qu'on a, vous pouvez rajouter directement un proxy qui, en dev, va taper directement sur du local. Le pass-through-write, ça vous me poserez les questions après, mais grosso modo, c'est pour qu'on tape directement sur l'URL et pas sur l'URL/API. C'est un peu comme du Nginx. Et Change Origin, c'est sympa, c'est pour éviter d'avoir les corses et les corses protection sur Chrome. Donc ça, si jamais vous avez déjà eu une API sur laquelle vous ne pouvez pas accéder parce qu'elle est protégée et que vous voulez en local, bah, vous pouvez mettre ça et outrepasser toutes ces permissions-là. Et ensuite, quelque chose qui est encore plus sympa, c'est que potentiellement, on a accès à l'instance du serveur express du dev server. Donc grâce à ça, vous pouvez customiser certains comportements. Donc par exemple, si je fais une requête sur /endpoint en dev, et bah, je peux retourner des données de test. Donc ça, si jamais vous avez une équipe back et une équipe front qui travaillent, vous pouvez leur donner des données de test, des jeux de données de test, tout simplement dans ce fichier-là. Et après, vu que c'est du Node et c'est un serveur express, vous pouvez aller jusqu'à faire un site en entier qui tourne en parallèle et qui est lancé de deux manières différentes avec la CI, en développement directement avec le Webpack Dev Server ou après avec la CI avec un Node index.js. Et l'autre chose que je voulais vous montrer qui est hyper sympa, c'est que par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait vous avez déjà mis en place un serveur qui demandait que vous loadiez son JavaScript à lui. C'est-à-dire que vous avez un serveur et vous devez loader un fichier JavaScript qui est présent sur ce serveur-là. Et bien ça, pour développer en local, c'est super chiant parce que potentiellement le fichier n'est pas accessible, vous n'avez pas le même serveur en distant en local, vous ne vouliez pas y accéder, etc. C'est notamment le cas pour Socket.io. C'est notamment le cas pour Socket.io, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, c'est assez chiant. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Ok. Et que du coup, si jamais dans votre index.html, donc là je vais vous montrer, dans votre index.html vous mettez /easyrtc comme ça, et que ça d'ailleurs en production c'est derrière un Nginx qui va rediriger correctement, et ben en local vous pouvez faire en sorte, je vais rouvrir le bon fichier, ce n'est pas là, voilà, et ben là vous pouvez faire en sorte de faire une request sur le fichier qui est en local, donc c'est-à-dire votre serveur local, et si même le fichier local n'est pas disponible, parce que vous n'avez pas envie de vous amuser à lancer vos deux serveurs, tous vos serveurs au démarrage, vous pouvez directement aller chercher un fichier qui est dans vos nodes modules. Et c'est là où c'est super fort, c'est qu'au lieu d'avoir toujours votre erreur, parce que le fichier est dans index.html, donc vous ne pouvez pas vous amuser à faire des configurations, à l'importer, pas l'importer, il est dans le index.html. Bah, au lieu d'avoir toujours l'erreur, le fichier n'est pas trouvé, vous pouvez directement le récupérer comme ça. Donc là, si on fait un exemple, désolé, c'est moi d'habitude, j'ai des alias. J'ai pas mon node module dessus. Et j'ai pas de réseau non plus. J'ai pas de réseau, je peux pas faire une time install. Merde. Bon, il va falloir que vous me croyez. Donc là, là j'ai pas installé les nodes modules, j'ai dû les supprimer sur ce projet-là. Désolé. Et du coup là en fait ça va direct. Là je vous montrais dans Network qu'on récupère directement les données du fichier, même si le serveur est pas accessible, et que quand je fais une requête sur l'API /endpoint, dans ma console, j'ai les données qui apparaissent, parce que quand on regarde dans les sources, dans app.vue, j'ai un Axios getOnPoint qui là va retourner mes données directement d'ici. Donc là, on peut vraiment aller même plus loin que de la configuration de bundle et configurer votre environnement de développement pour qu'il s'adapte à vos besoins, et que même si en prod vous avez des choses un peu compliquées, et ben en dev vous ayez les mêmes résultats. Et ben non, le dernier point, et après c'est fini, mais c'est le plus sympa, c'est comment créer son propre plugin Webpack pour faire ce qu'on veut. Donc là, excusez-moi,
appeler un plugin Webpack et on va l'utiliser. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, sauf que celui-ci, c'est nous qui l'avons codé. Si on regarde dans le package.json, on voit que le simple Webpack plugin, c'est un paquet qui est, sur mon disque dur. Et quand je fais npm run build, ça a créé mon dossier dist, et dedans vous pouvez voir un archive.zip en plus. Et ça, en fait, l'archive.zip, c'est mon plugin à moi qui l'a fait. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le dossier SRC et il va le transformer en .zip. Mais ça, c'est juste un exemple. Après, il peut faire ce que vous voulez. Et comment ça se passe derrière? C'est juste un simple repo avec un package.json et un index.js qui est l'entrée. Après, ça peut être plus complexe, hein, ça dépend de la complexité de votre plugin, qui va définir une classe avec un constructeur qui va récupérer des options, parce qu'un plugin a plusieurs options, etc. Et ensuite, une fonction apply avec un compiler. Et en fonction des différentes... Donc ça, c'est le nom de mon plugin. Et ensuite, il y a getEntry ou emit_build. Et vous allez faire des options dessus. Par exemple, le getEntry, ça permet de récupérer le contexte, c'est-à-dire dans quel dossier on est. Et le emit_build, c'est quand le build a été fini, il va appeler ce callback-là. Et là, vous voyez que j'ai une petite fonction qui build mon application en lui passant le 10. Bah là, je l'utilise même pas, mais parce que j'utilise directement dans dispo_option.context. Et là, vous voyez que je récupère tous les fichiers de mon dossier, des sources de mon dossier. Pour chaque fichier, je le mets dans un zip. Le zip, je le génère. Et après, j'écris directement le fichier archive_zip dans mon build pass, que je peux soit passer en option, soit qui est défini par défaut au tout début à dist. Et c'est aussi simple que ça. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez customiser tout ce que fait Webpack pour que votre application vue, elle se bundle comme vous le voulez. Et c'est super puissant parce qu'en fait, il n'y a plus de limite à ce que vous voulez faire. Après, c'est du Node, donc c'est vous les chefs, c'est vous les développeurs. Et je vais finir là-dessus parce que je trouve que c'est la meilleure façon de finir. Donc désolé, j'ai été très synthétique et assez rapide. Il y a plein de configurations. C'est pas forcément pour vous expliquer comment Webpack ça marche, pourtant en 15 minutes, mais au moins vous donner des visions de... Mais au moins vous donner une vision de comment qu'est-ce qui est possible avec Webpack directement dans Vue. Et après, je vous laisserai poser les questions. Donc si c'est des questions sur la syntaxe, vous me les posez après. Par contre, si vous avez des questions plus sur la présentation générale, je vous en prie, c'est maintenant. Il y en a qui se déclarent des passions pour Webpack. Merci pour la présentation. Qu'est-ce que tu as eu comme cas concret d'usage justement pour un plugin Webpack custom? Est-ce que tu nous montres si c'est quelque chose que tu as eu à faire dans un vrai projet ou est-ce que la communauté est tellement grande qu'on se dit que tout existe déjà? Ouais, totalement. Totalement. Dans mon ancienne boîte, Isrobotics, en fait, on avait des applications web vues quand en fait on transformait en .zip pour être ensuite téléchargé sur le robot qui les transformait en application. Et en fait, pendant le build, on avait un fichier ismanifest.json et en fait, sur ce fichier-là, on vérifiait que tous les entrées étaient bien et correspondaient bien. Par exemple, il mettait un dossier où il y avait des images, on vérifiait que le dossier existe bien. On vérifiait que le ismanifest.json existait bien, qu'il y avait bien un index.html pour que quand on charge la page, eh ben, on n'est pas à 404 NatPhone, etc. Et en fait, toutes ces vérifications que tu vas faire, eh ben, tu vas être obligé de le faire avec un plugin à toi parce que quelqu'un il va pas respecter les mêmes conventions que ça. Et souvent, oui, c'est pour du bundle un peu customisé pour envoyer sur un de tes autres propres services. Souvent, là où tu vas faire des plugins, c'est que tu dois compacter quelque chose avec des données bien précises pour un autre service que tu maîtrises. Mais pas pour du web généraliste. Du web généraliste, c'est vrai qu'il y a à peu près tous les plugins qui existent. Il y a un de la core team de Vue qui a fait un plugin Webpack, je crois, pour jouer de la musique et pour, selon la taille du bundle, etc., faire des trucs avec de la musique sur le PC. Parce qu'il trouvait ça plus fun que juste un truc en console. On peut faire plein de choses. Merci pour la presse. Petite question, dans quel cas tu vas faire une config Webpack en dehors de Vue CLI sur un projet? Enfin, dans quel contexte ça va être plus intéressant de le faire à la main que ce que fait déjà Vue CLI, vu que tu peux rajouter la config que tu veux quand même? La réponse est jamais.
il faut toujours utiliser la config VCLI. C'est recommandé à 200% parce que de toute façon, vous pouvez faire des plugins et faire ce que vous voulez dans les plugins. Donc moi, je conseille d'utiliser la config VCLI et de faire vos propres plugins si jamais vous n'y arrivez pas avec les configurations vues de base. Déjà, les configurations vues de base doivent satisfaire 98% des cas, voire 99%. Et par contre, pourquoi le seul intérêt de refaire une configuration de base, c'est si jamais vous avez plusieurs frameworks, j'ai envie de dire, sur la même application. Je vois pas le cas d'utilisation, mais pourquoi pas. Et aussi pour comprendre. C'est toujours intéressant d'en faire un. Ça prend pas. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. Ça prend 2-3 heures et vous voyez les différents cas et vous comprenez ensuite mieux comment Webpack fonctionne. Donc moi, je dirais plus c'est pour apprendre et pour comprendre plus que à l'utilisation de tous les jours. En tout cas, moi, je l'ai jamais utilisé dans un projet. Et ça, c'est juste parce qu'il y a un Lyonnais qui a fait Vue CLI par-dessus Webpack, c'est juste un gros wrappeur à Webpack, et qui nous permet d'étendre, etc., avec plein de trucs qui sont vraiment géniaux. Mais si vous faites du React, comme c'est mon cas en ce moment, vous n'avez pas du tout ces outils-là. On a un Create React App, qui est un truc de base, mais vraiment minime, qui est même, je ne conseille pas de l'utiliser, parce qu'on ne peut vraiment pas aller très loin avec. Et vu que vous ne pouvez pas l'étendre, vous êtes obligé de vous retaper une config Webpack avec. Donc moi, dans tous mes projets Node et tous mes projets React, j'ai ma config Webpack à moi. C'est vrai que quand je tombe sur du VCLI, c'est le bonheur, parce que je m'occupe de rien. J'ai quelque chose que j'ai pas dit, juste pour préciser. Il y a le fichier vue.config.js. Ça, il y a besoin de le rentrer nulle part. Quand vous créez un projet par défaut, il n'existe pas. Vous avez juste à le créer, le nommer, et en fait, il va être pris en compte. C'est pas quelque chose que vous n'avez pas besoin de spécifier dans le package.json ou dans app.vue qu'il existe. C'est vu, il va automatiquement voir qu'il existe et overrider ses configurations par rapport à ça. Voilà, c'était juste une petite précision qui était importante à dire parce que des fois on le sait pas, on comprend pas d'où il sort ce fichier. C'est la magie de Vue. On va passer à la dernière présentation pour pas vous prendre trop de temps. Désolé, hein, c'était un peu plus long aussi la mienne. Du coup, moi, j'ai pas de pression, parce qu'il faut que je rattrape un peu le temps d'avant, donc je vais essayer de speeder, mais spoiler alerte, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que la présentation que je fais, je la fais en formation, etc., sur un format à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc juste, on va la faire en 10 minutes. Quoi. Mais de toute façon, vous êtes super chaud, c'est bien. Je passe en dernier, donc ça sera top. Du coup, moi, je vais vous faire une présentation qui n'a rien à voir avec les deux précédentes, parce que je vais pas du tout parler de bundler, ni de dev server, etc. Moi, je vais parler de tests et de gestion de projet, qui sont les deux meilleurs amis du développeur. C'est les trucs qu'on adore tous les deux. Et juste avant de rentrer un peu dans le sujet, je vais me présenter un peu. Donc je m'appelle Mathieu, vous pouvez me trouver de partout sous le nom Mathieu Tu, que ce soit sur le Lyon.js, que GitHub, Twitter, n'importe où. J'ai un petit blog qui est mathieutu.dev, clairement je pense être le seul à me lire, mais si vous voulez venir avec moi comme ça, on tente d'être plusieurs, mais il n'y a pas grand chose dessus, je m'amuse. C'est des petits tips qui me servent de temps en temps. Tout à l'heure, on nous a parlé de package et d'open source, etc. Je ne saurais que vous conseiller d'en faire, vu que j'aime en faire énormément et que ça m'apporte plus que je n'apporte, j'ai l'impression. Parce que voilà, ça permet vraiment de se structurer, d'apprendre plein de choses, d'avoir des retours. Puis ça fait du bien des fois quand vous avez un package, vous l'avez pas vu depuis 5 ans, puis il y a un Argentin qui vous contacte pour faire une PR, puis vous regardez, vous voyez qu'il a des milliers de téléchargements, vous vous demandez pourquoi, parce que vu que vous en servez même plus, mais d'autres gens manifestement s'en servent. C'est cool. Donc voilà, et je fais de la formation, je fais des talks comme ça, et je suis aussi du coup à Link Value, lead développeur. Donc en gros, je suis responsable de la partie technique, responsable de toute la technique sur un projet, et je travaille avec des équipes de développeurs là-dessus. Et via ce rôle-là, je suis souvent amené à travailler avec des clients, à travailler avec des gens qui font de la gestion de projet pour comprendre leurs besoins et arriver à le traduire en technique, histoire de l'implémenter derrière avec les équipes de dev. Et vu que je suis responsable de la technique, je dois aussi m'assurer que ce qui marche maintenant, ça marchera aussi plus tard.
Et c'est pourquoi ce soir, je voulais vous présenter un peu un talk que j'ai appelé Mon PO lutte contre les régressions, mais qui est en gros sous-titré des tests end-to-end en français dans ma CI. C'est un grand sous-titre, mais pour essayer d'y mettre un peu de tout dedans. Et pour ça, on va juste, qu'on soit à peu près d'accord, on va faire quelques définitions. On ne va pas y passer, pareil, énormément de temps, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment. Donc, je vais faire un peu des postulats sur vos connaissances en test, et même en gestion de projet. Et si vous voulez, si vous avez des questions et si vous voulez rentrer dedans plus tard, ça sera évidemment volontiers. Voilà, on voit ça après. Déjà, on va essayer juste de clarifier un peu notre vocabulaire. Bon, on va essayer de voir s'il y a besoin de passer ou pas. On n'est pas nombreux, ça va être interactif. Qui fait des tests ici? Ouais, ok. Les autres, je vous vois. Voilà. Qui donc, c'est ce qui est une régression? Ok, c'est pas forcément les mêmes, c'est cool. Bon, une régression, en gros, c'est quand ça marchait, ça marche plus. C'est quand je produis du nouveau code, c'est bon, je le teste, c'est cool, même il y a quelqu'un qui le teste pour moi, des fois ça peut être un service entier, il le teste, et il va le valider, sauf qu'en fait, le nouveau code que j'ai produit, la nouvelle feature que j'ai produit, elle a été validée, sauf qu'en fait, j'ai cassé un autre truc qui est complètement au fond de mon site et que personne n'a testé parce qu'il y a un utilisateur qui s'en sert tous les 5 ans. Sauf que dans 3 ans, vu que c'était le moment où il devait s'en servir, il va se rendre compte que c'est cassé. Moi, je m'en fous, je serais parti depuis longtemps, mais c'est une régression. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas Commit Strip, il faut lire. Il faut lire, c'est votre vie en BD. Et pour éviter les régressions, on fait des tests. Pareil, je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus, il y a eu un talk un peu sur le sujet, on en fera énormément d'autres, ça déchaîne les passions, je suis moi-même passionné par le sujet parce que j'ai pas le choix, et donc on pourra en parler. En gros, les tests, on dit souvent que c'est une pyramide, c'est peu souvent une bonne représentation, il y a d'autres formes qui sortent, genre trophée, etc. Il faut comprendre qu'en gros, en bas, on a du typage, on a plus ou moins gros des tests unitaires et d'intégration en fonction du bout de code que vous testez et de ce sur quoi vous vous concentrez par rapport à l'extérieur. Et on a en gros la petite cerise par-dessus, c'est les tests end-to-end. Les tests end-to-end, le but, ça va être de vraiment tester l'application. L'application, la feature complètement, et au lieu que votre machine, elle testait juste un bout de code, votre machine, elle va simuler le comportement de l'utilisateur. Vous allez ouvrir un navigateur et vous allez cliquer sur des boutons et regarder ce qui se passe. Donc, c'est pas le plus performant, etc. en termes de test, mais en tout cas, vous savez que là, vous êtes vraiment... Vous testez, quoi. Vous testez exactement comme votre utilisateur, il va tester dans 3 ans. Donc ça permet de pouvoir tester à quoi ça ressemble, ça permet de voir si le bouton il a changé de place, ça permet... Enfin, on peut faire énormément de choses, on peut aller très loin, on peut s'arrêter aussi très vite. Et du coup, pour une application front, moi je trouve ça intéressant parce que du coup, je fais beaucoup de back et aussi beaucoup de front. Et en back, forcément, je vais avoir tendance à faire des tests unitaires et d'intégration. Sur du front, j'en fais assez peu parce que je trouve que on a souvent peu de logique à l'intérieur. Mais par contre, on a beaucoup d'interactions utilisateurs, quoi. Donc là, je viens tester carrément les interactions utilisateurs. J'ai précisé en français. Et je le précise en français, même quand je fais le talk en anglais. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de langue ou de français ou d'anglais, c'est une question de langue du métier. Là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment faire des tests end-to-end en parlant le même langage que le client, que le même langage que le projet et que le même langage en gros que le métier. Moi, je suis actuellement je travaille pour une agence immobilière qui est installée dans le Pilat. Le Pilat, c'est une région qui est au sud de Lyon. Ouais, il y a des gens du Pilat, c'est joli le Pilat. Allez faire un tour de vélo, ça monte, mais c'est joli. Et du coup, leur application, elle ne sortira pas du Pilat. Donc, moi, je ne vais pas coder en anglais pour un métier, le coder et tester en anglais pour un métier qui ne sortira pas du Pilat. Bon, et puis en plus, essayer de traduire des mots comme surface loi Carrez en anglais, c'est top. Voilà, il y a plein de trucs qui sont très spécifiques au métier, et puis en plus, ça permet que quand le client il me parle de quelque chose, je sais exactement de quoi il parle, et puis c'est facile dans mes tests, c'est pareil. Je vous détaille ça après.
Et j'ai précisé dans une CI parce que, en gros, avoir des tests, c'est cool. Les exécuter en local, c'est nécessaire. Mais si vous faites que les exécuter en local, ça prévient pas que ça parte en prod, quoi. Voilà. Parce qu'on est tous humains et que on est certain de les avoir fait passer. Et puis finalement, on a fait passer un coup de linter par-dessus. Et puis, mine de rien, apparemment, dans le linter, il n'y avait pas que ça. Et on a poussé en prod et déployé quelque chose qui, finalement, a tout cassé. Donc, il est nécessaire dans votre manière de déployer que vous ayez des CI et des CD, donc intégration continue et déploiement continu. Ça ne part en prod que si ça a été testé, validé, approuvé par tout le monde, etc. Voilà, ça, c'est mon rôle de lead. J'ai mis mon tampon en mode ça part en prod. Et ensuite, on part un peu sur des définitions. On était vraiment sur le côté technique, et là, on part sur des définitions plus gestion de projet. Donc, est-ce qu'il y en a qui font de la gestion de projet dans la salle ? Ok, désolé. Parce que je vais raconter que des trucs très moyens, histoire de vulgariser, etc. Voilà. Et notamment, j'ai parlé de mon PO qui luttait contre les régressions. Et qu'est-ce que c'est un PO ? C'est un Product Owner. Et le Product Owner, du coup, je lui ai demandé à lui, mon PO, qu'est-ce que c'est un Product Owner ? Et donc, il m'a dit, je cite, c'est sa définition, mais apparemment aussi celle de scrumguides.org. Il m'a dit, le Product Owner, c'est celui qui est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe de développement. Voilà, c'est clair. Je pense qu'on peut pas vraiment en parler pendant longtemps parce que c'est limpide. Pour moi, c'est juste le mec qui me fait des US. Voilà. Je sais pas de quoi il parle là. Manifestement, il maximise et tout ça. Développement, je sais. Ok. Équipe aussi, je vois. Et puis surtout, voilà, c'est le mec qui me fait les US. Et les US, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est en gros juste des gros post-it qui vont représenter les features. Dans mon application, quand on travaille en agile, je vais avoir des features qui vont être décrites, et ça veut être sur une application de To-Do, en tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir ajouter une nouvelle tâche. Ça, c'est en gros la description de l'US. Et dans chaque US, je vais avoir des tests d'acceptance. Ça, en gros, c'est mon PO qui me décrit des cas fonctionnels et qui me dit, c'est ton contrat. Si le test passe, je suis content. Si le test passe pas, tu peux recommencer. Voilà. Et ça, c'est un peu le nom, quoi, test d'acceptance. Et du coup, ça, c'est un peu plus détaillé. Et donc, on a un espèce de formalisme, étant donné qu'il n'y a pas encore de tâche et que je suis sur l'écran d'accueil. Lorsque je tape quelque chose dans le champ nouvelle tâche et que je clique sur le bouton ajouter, alors je dois voir ça dans la liste des tâches à faire, etc. Donc voilà, ça, c'est la façon dont il me décrit. Et moi, ça me permet de pouvoir valider, déjà d'implémenter et d'être sûr de ce que je fais, et ensuite de pouvoir valider ça. Et donc, une fois qu'on a à peu près ces définitions, notre but, ça va être quoi ? Ça va être de prendre ces tests d'acceptance et d'en faire des tests. Des vrais tests exécutés au niveau de la machine et qui va représenter le besoin de l'utilisateur et le comportement de l'utilisateur. Pour ça, on va utiliser plusieurs outils que je vais très rapidement vous montrer. En gros, il y a Cypress. C'est un outil qui permet de faire des tests end-to-end. Ça, c'est une application de To-Do. Je ne vais pas forcément vous la montrer, ça dépendra du temps qu'on a. Mais c'est une application de To-Do que j'ai récupérée. C'est la très classique qui existe dans toutes les technos qui peut exister. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une nouvelle techno, il fait une nouvelle app de To-Do pour sa techno. Du coup, là, vu qu'on est un meet-up, c'est du React. C'était notamment pour dire que moi, j'ai même récupéré cette appli. Je n'ai strictement aucune idée de comment elle est faite et je m'en fous. Parce que là, je voulais écrire des tests. Et que le principe d'un test end-to-end, c'est que je simule le comportement de l'utilisateur, et l'utilisateur, il n'en a rien à faire de votre implémentation à vous. Il n'en a rien à faire de votre implémentation, de votre techno, de où vous hébergez les trucs, il veut juste que ça marche. Donc on va juste vérifier que ça marche, sans se poser la question de comment ça marche. Et Cypress, c'est un navigateur. Sur le côté, on peut voir toutes les features, tous les tests un peu d'acceptance qui se passent. Et ici, on déroule quoi. On déroule nos tests. Et ça, c'est une machine qui fait ça. Et ça, c'est une vidéo que m'a fournie Cypress. Moi, je n'ai rien fait. Cypress m'a dit, OK, tes tests sont passés en 30 secondes. Et puis il m'a dit, au fait, la vidéo, le compte rendu, il se trouve à cet endroit-là. C'est cool.
Et le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Cucumber. C'est un outil qui est un peu plus vieux et qui, lui, va juste se charger de faire la lecture de nos tests d'acceptance, en gros du code métier. Cucumber a inventé un langage pour ça, qu'on va voir juste après, et qui va se charger de pouvoir l'exécuter, en tout cas de pouvoir le traduire dans nos langages techniques à nous. Donc des portages de Cucumber, il y en a dans tous les langages. Il y a Cucumber JS, il y en a en PHP, il y en a en Java, il y en a, voilà. Le but, c'est juste d'arriver à prendre un langage et le traduire dans quelque chose de technique. Et le but de ça, c'est d'avoir des tests automatisés, on en a parlé, mais aussi d'avoir de la documentation qui vit, parce que tous ces tests d'acceptance qui sont dans des cartes archivées dans un projet, en fait, c'est aussi de la doc sur comment se comporte l'appli, comment est censé se comporter l'appli. Et moi, si l'appli, je la change, les cartes, elles vont pas forcément changer. Là, c'est obligé de vivre ensemble, vu que de toute façon, si vous changez l'un, l'autre va devoir suivre. Donc ça, c'est important. Et puis du coup, moi, à mon client, ça va me permettre qu'on puisse vraiment parler le même métier, de pouvoir lui dire, je vous confirme que votre appli, elle marche comme ça. Et comme ça, je peux décrire les étapes. Et quand je vais en discuter avec mon PO ou quand je vais en discuter avec le client, il me dit, tiens, ça marche pas. Je dis, attendez, on va voir quelles étaient les étapes demandées. Ok, d'abord ça fait ça, ensuite ça fait ça, ensuite ça fait ça. Ouais, on est raccord, quoi. Voilà. Sinon, c'est qu'on s'est planté sur quelque chose. Et ça, c'est un peu ce que je dis sur les spécifications. C'est des spécifications et qui vont être exécutables et exécutées. Le Gherkin, ça ressemble à ça. Il y a un formalise qui est un peu fixé, et derrière vous remplissez, et du coup on a un nom de feature, on a un contexte qui ne sert à rien à part de la description, c'est de la doc. Vous avez du coup après plusieurs scénarios, donc ici je suis dans un contexte existant, et je vais avec des mots-clés lui dire quand je fais ça, alors je dois lire ça, et je dois lire ça, etc. Normalement, alors ça, pour info, c'est du code exécuté dans mes tests, dans une application existante. Et ça, normalement, tout le monde devrait pouvoir le comprendre. Peu importe votre langage, peu importe votre métier, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe ici. Et voilà comment je le transforme en Cypress derrière, en disant, il y avait le I visit de quelque chose et page, et là, je m'appuie sur l'API que me fournit Cypress pour faire cette conversion-là, et pour du coup dépiler des tests en Cypress. On en est où du temps? Ok, donc il me reste encore une demi-heure. Donc du coup, je ne vais pas aller très loin, on va faire de live démo, on va rien faire de tout ça. Je vais simplement vous montrer sur quelque chose qui tourne en fond, qui est cette appli-là. Si on reprend voilà, des specs. Et ici, du coup, voilà, j'ai mon Cypress. Cette fois-ci, c'est plus une vidéo. C'est mon petit navigateur, c'est l'électron, et voilà, ça teste. Là, c'est un vrai navigateur. Je peux sélectionner des trucs, etc. Alors, je vais attendre qu'il finisse un peu, ou je l'arrête. Là, je suis dans un navigateur, quoi. Ça marche. Il se passe des choses, j'ai de l'interaction, voilà. Et du coup, au lieu que ça soit moi qui le fais, là, c'est lui qui le fait. Et puis, du coup, je peux voir que ici, j'ai ajouté deux to-do. Donc ici, on peut voir toutes les étapes. Il visite l'accueil, il chope l'input, il écrit des trucs dessus. Là, en gros, pour ceux qui ne voient pas, il y a marqué qu'il doit taper, donc là on a type, learn, testing, enter. Avant, ça ressemble à ça. Après, ça ressemble à ça. Et je peux prendre chaque étape et voir ce qui se passe. Donc c'est assez cool. C'est assez cool, ça c'est vraiment le côté Cypress. Et du coup, voilà, j'ai tout qui se valide et c'est quand même vachement plus rapide que quand moi je teste. Ça, c'est une chose. Et j'ai du coup simplifié un peu la chose pour avoir... Voilà, ici, j'ai fait juste des cas très basiques pour voir juste effleurer la syntaxe un peu de Cypress. Donc là, c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure. Je chope l'input,
je tape learn testing enter, et puis ensuite je récupère le sélecteur qu'il y a là, je trouve destroy, parce que là ici c'est le moment où on va prendre celui-là plutôt. Je tape learn testing, je tape enter, et puis j'essaye de choper le nombre de LI qu'il y a dans la liste, et ça doit avoir une longueur de 2. Voilà, mon test est passé. Derrière, ça utilise plein de méthodes et plein de librairies de sélection, et notamment, il y a du jQuery. Donc en fait, vous pouvez même faire du jQuery avec. Ça utilise du chai, ça utilise même un portage de chai jQuery, etc. Parce que autant c'est des librairies qui sont horribles à avoir dans vos navigateurs que je ne conseille pas d'avoir, c'est une dédicace pour certains, autant pour manipuler du DOM et aller choper des trucs dans le DOM, c'est super pratique. Vous ne devez pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment la façon dont Cypress, la syntaxe avec laquelle vous allez rédiger vos tests. Et du coup, là, c'est technique. C'est cool, mais c'est technique. Ça demande quelqu'un de technique pour le faire. Vous allez peu pouvoir passer sur vos fonctionnalités. Et pour ça, j'ai à peu près l'équivalent que j'ai fait avec du Gherkin et donc du Cucumber. Vu que j'ai un public français et que j'écris vachement plus bien en français qu'en anglais, je me suis permis un langage FR en haut, qui est un truc qui est compris à la fois par Cucumber et même par mon IDE, qui du coup me colore tout et m'auto-complète tout. Donc voilà, quand je tape ma to-do dans le champ d'ajout de to-do et que j'appuie sur Enter, quand je tape ma to-do 2 dans le champ d'ajout de to-do et que j'appuie sur Enter, alors il doit avoir 2 to-do affichés. Je dois lire ma to-do dans la to-do numéro 1 et je dois lire ma to-do 2 dans la to-do numéro 2. C'est les mêmes tests que tout à l'heure. Vous qui êtes développeur, je pense que vous les avez compris et lus un peu plus vite. C'est que vous aviez une vie avant d'être développeur. Et voilà. Et du coup, j'ai fait plein de petits tests comme ça. Et voilà, si jamais vraiment on finissait une heure en avance, on pouvait en écrire ensemble. Et tout ça, ça marche parce que j'ai un fichier qui fait simplement la conversion entre les deux et qui est du coup ce que je vous montrais à peu près tout à l'heure. Et voilà. Donc là, quand je tape, voilà, on y est quoi. Quand je tape une string dans le champ d'ajout de to-do, alors ça doit faire ça. Quand j'appuie sur Enter, ça fait ça. Voilà. Et du coup, il y a même une couche d'abstraction où je vais m'en faire sur les 2 premiers tests. Ouais, je fais le boulot 2 fois. Parce que du coup, je crée un peu tous ces trucs-là en disant, ok, voilà mon abstraction, et ensuite je les implémente. Et puis, sur le 4e et le 5e et le 6e test, en fait, j'écris plus rien d'ici, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Une fois que j'ai toutes les interactions de l'utilisateur, une fois que j'ai sélectionné un peu tous mes sélecteurs, j'ai plus rien à faire, quoi. Juste, je dois lire dans... ça, je l'avais. Quand je clique sur... voilà, je l'ai fait. Le active et le completed, c'est exactement le même. Et du coup, voilà, ça me permet, juste après, de pouvoir noter des trucs comme ça. Et du coup, si je sais pas ce que je dois faire, et d'ailleurs on peut même s'en faire une, et on va faire je dois, laquelle on choisit, non, celle-ci, voilà, je dois lire string dans la to-do number, ok, du coup je dois lire foo dans la to-do number 3, voilà, donc du coup c'est bon, autocomplétion au top, Cypress, et je vais aller me lancer ma feature ici. Il cherche la to-do numéro 3 et il l'a pas trouvé et il m'a pété une erreur et mes tests sont pas passés. Et du coup, ici, vous le voyez. Voilà. En gros, je dois lire fou dans la to-do numéro 3, il n'est pas passé parce qu'en fait, il dit qu'il trouve pas fou, il n'y a pas de 3e élément, voilà. Et il dit expected to find element 2, but il n'a jamais trouvé. Voilà
pour cette petite démo. Et du coup, pour la conclusion de mon talk, c'est juste pour vous montrer deux outils qui sont super à utiliser ensemble, qui sont assez faciles à mettre en place et qui peuvent sauver bien des applications et des projets. Merci. Il y a des questions. Le fichier que tu as créé qui fait le lien entre les deux, il y en a de connus qui existent de tout fait? Ne connaissant pas Internet par cœur, mais ayant quand même une bonne idée de ce qu'on y trouve, je dirais oui. Non, je sais pas. Alors pour le coup, les tests de Cypress, ceux qui vraiment les super longs que je vous ai montré un peu au début et la vidéo, c'est moi qui les ai fait. J'ai été récupéré sur le site de Cypress, il y a énormément d'exemples. Sur des trucs qui font du Cucumber Cypress, ouais, il doit en avoir plein. Il doit en avoir plein et sinon, il y a des trucs assez standards. Souvent, c'est quand même lié à votre métier, donc c'est peu exploitable celui des autres, mais ça se fait bien. Et on a plusieurs niveaux d'abstraction. Parce que là, j'ai vraiment ciblé par rapport au to-do, donc j'ai qu'un seul input, donc j'ai vraiment ciblé par rapport à l'input, etc. Sinon, je peux commencer à aller dire, ok, quand je clique sur ce truc-là, et après j'ai une table de correspondance entre les éléments, etc. On peut faire des trucs beaucoup plus compliqués. Cypress permet vraiment d'aller très loin, de donner des alias à des petits morceaux que vous réutilisez, etc. Et les exemples qu'on trouve sur le site Cypress sont vraiment complets et vraiment top. Merci pour ta presse. Moi j'avais deux questions, mais rapides. Est-ce que tu t'en sers déjà sur tous les projets? Combien tu as de tests en général? Et est-ce que tu fais du TDD avec? Alors, c'était donc une question rapide. Est-ce que je m'en sers sur tous mes projets? Oui. Je réfléchis sur tous les gros projets. Sur tous les gros projets, ceux qui nécessitent vraiment de l'investissement au niveau test, de la régression, sur des projets de plusieurs mois, voire années, oui, complètement. Combien de tests j'ai? Eh ben, ça dépend combien de features j'ai, en fait. J'ai un test par test d'acceptance, par feature, donc ça dépend de ton projet. Je peux pas répondre à ça. Voilà. Je peux en avoir beaucoup. Et enfin, est-ce que je fais du TDD avec? Oui, ça arrive. Ça arrive, et notamment parce que j'ai un exemple précis en tête. Sur un projet où on a du back et du front, où on a une développeuse qui ne fait que le front et qui n'arrive pas encore à complètement implémenter le back. Bon, ça l'intéresse pas, je la pousse, mais voilà. Et en fait, elle s'en sert pour justement faire du TDD, et parce que dans Cypress, on peut, je vous ai dit, faire énormément de choses, et en fait, on peut même moquer des appels API. Vu qu'on a un navigateur à notre disposition, on peut carrément lui dire, ok, en fait, quand je tape sur telle URL, tu me renvoies tel objet. Donc, ça lui permet, elle, en fait, de dire, ok, on s'est entendu avec le back, quand je tape sur telle URL, ça me renvoie tel objet. Du coup, elle implémente dans les tests, et elle développe le code, et ça tourne en fond, et elle voit si ça passe. Donc c'est purement du TD et c'est super pratique. Et du coup, vous avez des tests d'acceptance, on vous file directement les tests que vous êtes en train de faire passer. Quand Cypress est vert, vous pouvez pousser. Oui, moi j'avais une question un petit peu sur quelle image tu utilisais en pratique, quel CI, comment ça se passe. Sinon, pour te laisser aussi le temps de réfléchir, je voulais dire à tout le monde, c'est super simple à installer. C'est vraiment un npm install et c'est terminé. Et pour le balancer dans le CI, bon, là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est parce qu'en pratique, on a des VPN, on a des SSO et tout, donc on peut plus login sur l'app, pas forcément les crédentials. Voilà, donc ma question, ouais, c'était vraiment sur les images. Et pour les exemples, tu trouves vraiment des exemples quand je clique et tout. Et donc c'est le deuxième avantage du système, si tu veux, c'est quand tu fais les tests, tu dois vraiment faire des librairies et tout. Et là, tu vois que la librairie, elle devient super simple parce que c'est, par exemple, quand je clique sur le bouton valider. Tu vois, donc valider, c'est un param. Et bouton, c'est hardcodé. Donc tu vois en JavaScript que ça devient. Mais c'est pas du JavaScript, c'est du Cypress, mais c'est presque.
et tout. Voilà, donc ma question c'est quelle Ok. image tu conseilles? Genre, je sais pas forcément ce que tu entends par image derrière, mais c'est vrai que je suis pas parti forcément sur le côté CI, voilà. Mais euh, j'en ai une avec j'en ai une avec Circle CI qui tourne, qui permet d'avoir des images Docker, etc. Enfin voilà. Mais après, vu que c'est un bout de JavaScript et pour le lancer, c'est un yarn test. Faites ce que vous voulez, quoi. Donc avec Ouais. GitHub Action, ça marche, je l'ai fait. Avec Travis, ça marche. Avec tout ce qui Ouais. permet de faire du Node. Justement, je pense que la question aussi, c'est que moi, je l'ai déjà rencontré. C'est que l'image, en fait, si jamais tu fais un npm run install avec Cypress qui s'installe, c'est super lent dans la CI. Donc, faut souvent utiliser des images Docker avec Cypress préinstallé. Parce que sinon, dans ta CI, ça te rajoute 2 minutes de CI pour rien juste parce que ça installe Cypress. Ouais, ça ok. Sur les nodes modules. Après, quand il y a du cache, moi, généralement toutes mes images sont cachées, etc. Donc en fait, je réinstalle jamais rien. Non, non, non. Sur Circle, j'utilise. Enfin, j'ai pas d'image, quoi. L'image Node, si tu as besoin vraiment du Docker, tu utilises juste une image Node de base pour le côté Docker. Qui a une question? Et pour répondre au côté credential, et ça peut être compliqué, etc. Ouais, c'est pour ça qu'on peut moquer l'API aussi. Ça veut dire que vous pouvez vous loguer, il renvoie toujours un utilisateur standard sur lequel vous pouvez voir toujours le même nom d'utilisateur, etc. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant sur certains trucs de pouvoir zapper cette partie-là que vous ne pouvez pas contrôler. Bonsoir. Moi, je voulais savoir si c'était possible du coup de faire tourner ça sur des machines où il n'y a pas d'environnement graphique. Oui, complètement. Parce que du coup, une CI, il n'y a pas d'environnement graphique. Là, je vous l'ai montré, et puis en plus, c'est long. Là, on le voit, il clique, etc. Parce qu'il il est gentil, il ralentit parce qu'on est humain. Mais sinon, complètement, c'est une ligne de commande. Il fait son truc tout seul de son côté. Et en fait, il utilise Chrome Headless derrière, qui permet de gérer un navigateur, etc. sans avoir affiché. Et si on lui demande, il nous génère une petite vidéo en plus, mais on passe de quelque chose là, je vais vous montrer des animations qui duraient des trentaines de secondes, et ça peut durer plusieurs minutes, et on raccourcit forcément ça, parce qu'il n'y a pas le facteur humain, il s'en fout de nos yeux, il y va, quoi. Désolé, j'ai perdu ma voix avec l'hiver. C'est quoi tes stratégies de test? Si on prend l'exemple de ton to-do tout connement, j'ai vu que tu rentrais des exemples et tu faisais enter. Est-ce que des fois tu vas tester aussi le bouton qui permet d'ajouter comment tu gères ces stratégies? Est-ce que tu as un raisonnement par type d'utilisateur? Est-ce que tu es exhaustif? Est-ce que... C'est une très bonne question, et je vais y donner une réponse assez universelle, qui est ça dépend. Ça dépend de tout le temps, ça dépend du contexte, ça dépend. En fait, non, c'est vraiment. Ça dépend à quel point je veux y aller à fond, parce que mine de rien, bon, les tests, tu gagnes beaucoup, mais tu consommes aussi. Donc il faut toujours trouver le ratio. C'est toujours comme les performances, quoi. Les performances, c'est bien, mais si tu passes 3 jours de plus pour économiser, voilà. Donc je fais au plus efficace. Tu parlais du bouton. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vu que tu as des sélecteurs, s'il ne trouve pas le sélecteur, il va te péter une erreur. Je ne m'en sers pas de Cypress pour faire tout ce qui va être visuel de la tête que ça doit avoir. Je sais qu'il doit avoir un bouton. Par contre, je ne dis pas que ce bouton il est à cet endroit-là. Par contre, j'utilise d'autres outils pour faire ça. Et qui peuvent même s'interfacer avec Cypress. Et notamment, j'en ai un qui s'appelle Percy. C'est un SaaS. Et qui, lui, en fait, avec Cypress, je vais prendre des captures d'écran qui vont être envoyés à Percy. Et Percy va me faire pour chaque PR, chaque commit, une différence visuelle entre le avant et le après. Et donc là, je vais vraiment pouvoir avoir les régressions de ok, mon bouton, il avait tel typo. Et du coup, pour ceux qui peuvent être intéressés à la fin, je peux vous montrer. J'ai des cas où j'ai une designeuse, intégratrice qui est passée sur un projet et qui nous a fait plein de trucs d'accessibilité, etc., qui a modifié des typos, des couleurs, etc. Percy, il était fou. Parce que du coup, au niveau de la patte de la typo, du coup, elle est un poil plus large. Et du coup, Percy, moi je ne le vois pas forcément à l'œil nu. Percy, il est là, il met tout en rouge en mode ton truc, il a 2 pixels d'écart. Ça va pas du tout. Donc très intéressant. Très intéressant sur ce genre d'outil. En fait, dans mon Gherkin, à la fin, je fais un et ça doit correspondre à la capture d'écran. Point. Et dans mon fichier de traduction, ça s'appelle Percy. Répondu à ma question un peu en avance, parce que en fait, je voulais savoir quelle est la fiabilité que tu peux donner au navigateur de Cypress. Du coup, c'est un
Chrome Endless, donc c'est plutôt pas mal. En plus, du coup, tu as Percy derrière. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir un retour dessus sur, par exemple, une différence avec un Selenium qui va lui spawner un vrai navigateur dans un contexte graphique avec une résolution et ce genre de choses. J'ai un exemple un peu plus concret, c'est par exemple, j'ai eu des cas de tests automatisés dans les navigateurs où je me clique sur un formulaire de création de contact et en fait, Selenium, il n'était pas d'accord sur le bouton valider, il fait il n'est pas accessible. Ah bon, on regarde la vidéo qu'il a fournie, ouais, il y avait le bandeau des cookies en bas. Du coup, il ne pouvait pas cliquer sur le bouton. Est-ce que tu as des choses un peu à dire là-dessus? Je réfléchis en même temps. Ça dépend vraiment peut-être des sélecteurs que tu vas mettre. Le côté pas accessible, je me dis qu'en fait, dans la page, si j'y mets un sélecteur qui correspond à quelque chose, devrait me le trouver. Il me le trouve que si, et j'ai un cas d'usage ici, pas sur ma diapo, mais sur l'autre. Ici, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. En gros, quand je suis au hover, j'ai une petite croix qui apparaît. Quand je clique dessus, ça kill ma... Ouais, forcément. Ouais, je suis au milieu d'un truc avec un test qui a échoué, donc c'est mort. Mais quand je clique dessus, ça me supprime ma ligne. Et en fait, je me suis retrouvé où il refusait de m'appuyer sur ce bouton-là, parce qu'il m'a dit en fait, il n'est pas visible. Parce que j'ai un display false j'ai un display false et Hoover, le CSS, il me le met en display bloc, enfin, j'en sais rien. Et pas bloc, clairement. Et du coup, voilà, il refusait de le faire, et en fait, j'ai pu soit immuler le truc en disant je le hover, etc., ou en fait, je peux faire un force. Il y a des petites méthodes comme ça pour faire pour le forcer, lui dire ok, clique quand même dessus. Je sais qu'il est en display false, mais en fait, vas-y. Et donc, ça peut se rapprocher un peu de ce que tu dis. Et sinon, j'avoue que j'ai pas été creusé sur tous ces trucs-là. Je sais pas plus, vu que j'ai pas de bande cookies dans mon appli, parce que j'ai une certaine éthique. On fait une dernière question? On fait une dernière question. Allez, une dernière question. Moi, j'avais juste une question. Je comprends bien les tests et tout, mais comment tu intègres ça souvent dans les tests Cypress, il y a des before each, ou justement il y a des mocks de route, comme tu dis, tout ça. Et comment ces fichiers-là, qui vont être plus fonctionnels, ça, ils vont pouvoir s'intégrer au sein de Cypress. Et du coup, est-ce que ça build des fichiers Cypress qui sont générés après, ou c'est vraiment directement, ils sont interprétés par Cypress? Alors, c'est interprété par Cypress. Et il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le faire. Tu as en fait dans la syntaxe Gherkin, déjà tu as l'état étant donné que, donc ça te permet de pouvoir gérer des trucs là-dedans, où il y a des avant, après, il y a des mots-clés comme ça. Il y a une façon de dire, je ne l'ai plus en tête, mais il y a une façon de dire avant chaque test, tu fais ça. Et donc du coup, ouais, il y a pas mal de choses comme ça. La traduction Gherkin Cypress, enfin, donc, qui permet, qui nous donne les méthodes Cucumber, When, etc. pour pouvoir exécuter des fonctions, c'est un plugin Webpack. Donc du coup, c'est un plugin Webpack que vous installez, c'est open source, et je sais que j'ai pas eu vraiment moi besoin de ça, parce que en fait dans mes tests, je balance mon before each directement en Cypress avant, parce que voilà, j'ai pas vraiment besoin de ça. Surtout pour les fixtures, pour les mocks d'API et ce genre de choses. Mais on peut le faire. J'avais vu sur la doc du truc qu'on peut le faire. Bon, si vous avez d'autres questions, vous venez m'en parler directement, et puis comme ça, on peut le faire en mangeant et en buvant un coup. Merci à toutes et à tous.